Eh bien, bonjour, bonsoir, un nouveau numéro de la Petite Librairie. Alors, un numéro un peu plus court que les précédents parce qu'on est en plein confinement et qu'on a vraiment beaucoup de boulot. On a beaucoup de colis à emballer, à vous envoyer. Donc, au niveau temps, on est un peu plus restreint. Et puis, pour se réunir, c'est un peu plus compliqué, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, on va commencer par mon avis, c'est un des événements depuis 10 ans. C'est la nouvelle trilogie, enfin la fin de la trilogie de Ghislain Ghiberti. Alors, il avait fait paraître ce polar qui avait été vraiment une bombe qui s'appelle Sa Majesté des Ombres, à la mécanique générale, qui est en petit format. Il avait fait la suite qui s'appelait Les Anges de Babylone, chez Metropolis. Et là vient de paraître la fin de cette trilogie qui s'appelle Le Sacre des Impies, chez Cosmopolite. Alors, il y a des polars, on ne peut pas résumer, enfin des trilogies comme ça, ils sont tellement denses, tellement... Voilà, c'est l'histoire de cette, comment dire, pas association, mais aussi une association de malfaiteurs, mais terrible, où rôde la mort. C'est tout aussi l'Europe, mais alors l'Europe des coulisses, des bas-fonds les plus... Le darknet, la corruption, la pédophilie, enfin, vous voyez tout ce que ça peut avoir de terrible. Et ce sont des romans d'une force incroyable, inouïe, et c'est un événement, on peut le dire, parce que cet homme a complètement... je vais être méchant un peu pour les autres, mais il a donné un coup de vieux à beaucoup de polars. Vous savez, c'est un peu comme Belmondo, sa manière de jouer par rapport aux acteurs d'avant lui. C'est-à-dire que voilà, c'est fort, c'est différent, on se rend compte qu'il y a quelque chose d'autre qui est né. Attention, parce que ce sont des romans très durs, très forts, il n'y a pas de l'eau de rose là-dedans, avec des personnages par contre très cernés, c'est un côté presque surréaliste tellement c'est fort. Donc ne passez pas à côté de cette trilogie qui est un des événements du polar, qui dépasse même la notion du polar, parce que pour moi c'est vraiment de la littérature, et c'est une description, un portrait de notre société qui est absolument accablant, terrible, mais qui est aussi passionnant et qui est une véritable drogue dure, quoi. Je veux dire, voilà, je vais pas vous en dire plus, mais il y a un moment où c'est incontournable et que si vous lisez pas ça, vous passez à côté de ce qui est la nouvelle star et le nouveau courant de la littérature policière française, avec Cyr et son Vindicta, et puis Coupling aussi, qui sont une sorte de trilogie d'auteurs qui ont absolument tout bombardé dans le milieu du polar français. Donc je vous le conseille, passez pas à côté, puis là, pendant le confinement, vous vous rendez compte, 3 tomes, vous êtes là, vous êtes tranquille, vous allez tout oublier, et même qu'à la fin, je pense que vous allez voir, la vie est pas si moche que ça, parce que on ressort de là-dedans, c'est un vrai film, vous savez, ces séries de Netflix très fortes, très dures, très sombres, c'est exactement cela, avec, à mon avis, plus de contenu intellectuel et d'émotion que dans ces séries-là. Il y avait un premier tome de Abir Mukherjee, ça s'appelle Les Princes d'en s'emballe pour. Alors vous avez, c'est une série, il y en a 2 qui sont parus, le premier vient de paraître en collection Folio. C'est un duo d'enquêteurs, on est dans les années 1920 dans l'Empire britannique aux Indes. C'est les premiers prémices, enfin c'est les prémices, parce que si c'est les premiers, c'est les prémices, de cette notion d'indépendance chez les Indiens. Les Anglais sont là depuis quelques années, et il y a de la révolte dans l'air. Alors vous avez 2 enquêteurs, un inspecteur anglais très classique a fui l'Angleterre parce que ça le désespérait, il trouvait ça très conservateur, très convenu, enfin il a eu plein de déboires dans ce pays, et puis il est associé à un jeune indien qui est inspecteur aussi, mais alors qui est très britannique dans la formation et tout, mais lui on se rend compte du problème de l'Inde, c'est-à-dire qu'à la fois il est très conservateur, très anglais dans sa manière, mais aussi il a sa notion d'indépendance, il se dit que voilà, il est indien avant tout, et donc c'est cette espèce de, vous savez, d'antinomie entre les deux. Alors c'est d'abord des polars, c'est l'histoire d'un prince qui va être abattu alors que ces 2 hommes sont chargés de sa protection, c'est la recherche de ceux qui ont voulu tuer, enfin qui ont tué ce prince. C'est surtout un portrait de l'Inde absolument, c'est plein d'odeurs, de lumière, de couleurs. Vous êtes là encore une fois, c'est comme dans un film, vous êtes complètement. Alors c'est pas violent, tout est en suggestion, et c'est surtout le portrait d'une époque, c'est là où tout va commencer à basculer et que l'Empire britannique va commencer à se disloquer devant le désir d'indépendance des Indiens qui se disent mais on est chez nous, et pourquoi sont-ils là, et pourquoi nous exploitent-ils, pourquoi nous méprisent-ils. C'est c'est 2 magnifiques romans, vous allez passer un super bon moment, c'est comme un film en Technicolor, mais en plus c'est intelligent, il y a du contenu, et vous allez découvrir l'histoire d'un pays qui est toujours d'actualité, quelque part. Voilà, ne passez pas à compter, ce sont 2 polars remplis de charme.
Bonjour à tous et toutes et bienvenue à Bruxelles pour cette nouvelle chronique dans la petite librairie. Chronique consacrée aujourd'hui à un roman, enfin c'est pas un roman, c'est une biographie mais qui se lit comme un roman, consacré par Jean Telet à Charles Baudelaire dans ce livre Crénon Baudelaire. Jean Telet explore le côté déjanté de Charles Baudelaire et en retraçant le fil de son existence, ses blessures d'enfance, permet d'avoir une lumière sur ce poète maudit, mais cet écrivain exceptionnel qu'il fut. Et on comprend très bien pourquoi Baudelaire avait comme devise « droit au pire ». C'est ainsi qu'il fonctionnait. Son désir, puisqu'il ne s'aimait pas et qu'il se détestait, il ne pouvait donc pas être en relation avec le monde et les êtres qui le composent, mais son désir, c'était effectivement de comprendre la fange, de comprendre les côtés les plus sombres de l'âme humaine et ensuite de le traduire dans un recueil exceptionnel, Les Fleurs du Mal, et de jeter tout cela en pâture au visage humain. Mais la vie de Baudelaire, c'est aussi des excentricités. Il est mort à 46 ans, complètement cramé par la drogue. Il prenait des quantités incroyables de laudanum, d'opium. Il commençait ses journées à jeun avec une barrette de shit fondue dans son thé. Il buvait. Son rapport aux femmes était terriblement violent. Mais Jean Telet, son art, c'est de conter cela avec une plume absolument sautillante, droite à l'os, qui vous entraîne comme une vague dans ce tourbillon qu'est Charles Baudelaire, mais il vous fait comprendre l'âme du poète et parvient à le rendre attachant. Bref, ce livre est une véritable petite merveille à conseiller à tous ceux qui veulent le découvrir, mais à tous ceux qui le connaissent également et qui veulent mieux comprendre qui était Charles Baudelaire. Bref, Crénon Baudelaire de Jean Telet, c'est un régal. Ce polar, je suis tombé complètement amoureux, c'est Benoît Philippon. Ça s'appelle Mamie Luguerre, c'est en livre de poche. Alors si vous aimez Tarantino, Bernard Blier, Audiard, il y a tout. C'est l'histoire d'une vieille dame qui a l'air comme ça, elle a presque 102 ans, quoi. C'est presque l'âge de Marina Carrère d'Ancos. Elle est arrêtée, je vous dis pas pourquoi. Et là, il y a un inspecteur qui s'appelle Ventura. Vous voyez, Ventura, Lino Ventura, vous voyez le genre, déjà vous avez l'idée de la chose. Et cette femme, on va découvrir qu'à la suite de l'interrogatoire, dans sa cave, il y a des cadavres. Alors des cadavres d'antinazis, des cadavres de veuves noires, enfin, voilà. Et c'est surtout derrière, alors c'est plein d'humour, hein, c'est plein de drôle, c'est drôle, les phrases, elles claquent. Vous êtes là, vous faites, oh, c'est comme un feu d'artifice, c'est comme Audiard, vous dites, ah oui. Mais derrière, c'est surtout d'une femme anticonformiste, et c'est une femme qui lutte un peu contre ce machisme ambiant, qui est vraiment, qui supporte pas d'être dirigé par les hommes, qui veulent être libres. Ne passez pas à côté de ce petit bijou, parce qu'en plus d'être très très drôle, d'être brillantissime au niveau de la formule, de l'art de faire rire et des épisodes rocambolesques, c'est aussi un portrait de ces femmes qui ont voulu être libres. Voilà, c'est chez Livre de Poche, ça s'appelle Mamie Luguerre, et le monsieur, retenez bien son nom, il s'appelle Benoît Philippon. Il y a quelque temps, je vous avais parlé de François-Xavier Dillard, chez Bellefond, qui s'appelait « Prenez un enfant par la main », à qui vous avez fait un succès énorme, et je vous en remercie. Et là, j'ai redécouvert un livre, un de ses premiers, qui s'appelle « Un vrai jeu d'enfant ». C'est paru en pocket, et c'est une petite merveille aussi, j'avais pas lu. C'est l'histoire. Alors apparemment l'histoire est très simple, c'est l'histoire d'une jeune femme, on est à Paris, place Vendôme, il y a un joaillier, genre Cartier, qui décide de confier à cette jeune femme dans un sac à dos beaucoup de bijoux pour aller les faire photographier par un photographe très connu, et elle sera accompagnée d'un garde du corps. Alors apparemment, ça semble bizarre, mais en fait, vous acceptez le fait parce qu'il vous explique que c'est une manière comme ça, personne ne sait ce qu'il y a dans ce sac, ça va passer. Le problème, c'est qu'il y a un ancien taulard, un ancien, oui, repris de justice, qui a décidé de se retirer. Il dit, c'est fini, je veux être rentré dans la norme et tout, mais
On lui propose ça, on lui dit c'est sans risque, d'où, vous voyez, c'est un vrai jeu d'enfant, c'est sans risque. Et puis d'un autre côté aussi, vous avez un inspecteur qui veut réussir dans la vie quand même, qui veut réussir dans sa carrière, et on lui dit, bah là, tu vois, on a un indice qui nous dit, va se passer quelque chose, là tu peux arrêter un hold-up et pour ta carrière, ça va être extraordinaire, et commence quelque chose. Alors déjà, ça commence par un meurtre. Je vous dis pas lequel de ceux-là vont être assassinés, et c'est 100 à l'heure, ça va à 100 à l'heure, vous avez les chapitres qui s'enchaînent, en plus la description des personnages est vraiment très pointue, très juste, vous les voyez, vous êtes complètement dedans, c'est par des petits chapitres, à chaque fin de chapitre, c'est tellement bien fait que ça vous emmène naturellement à l'autre parce que vous voulez savoir, vous dites mais qu'est-ce qui va se passer, pourquoi, qu'est-ce qui va devenir, les personnages s'expliquent à leur manière, ils expliquent leur histoire, ils expliquent pourquoi ils sont là, comment ils sont là, c'est un petit bijou de suspense et d'intelligence et de finesse psychologique, ça s'appelle Un vrai jeu d'enfant, c'est de François-Xavier Dillard et c'est aux éditions Pocket. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, parce qu'on en parle beaucoup, c'était le cinquantenaire de la mort du général de Gaulle, qui, entre parenthèses, remet à sa juste valeur certains hommes politiques contemporains, qui ont l'air de plutôt des nains par rapport à ce géant, même si, vous savez, c'est un peu l'histoire de la grenouille et du bœuf, mais en fin de compte, on éclate en vol, je ne vous donnerai pas de nom. Alors, c'est quand même le centenaire de cet homme, bon, c'est immense, hein, c'est un homme immense, mais c'est comme toujours, derrière un homme d'une telle qualité, d'une telle ténacité, il y a une femme. Churchill, c'était Clémentine Churchill. Le commun des œufs, c'est qu'ils avaient des dépressions, tous les deux, des notions d'abandon. Et si elles n'ont pas abandonné, c'est en partie grâce à ces femmes, et ils n'auraient jamais été ce qu'ils étaient. Ça paraît un cliché, mais c'est exactement ça. Et derrière le général de Gaulle se cache, alors Frédéric Néo-Dufour, qui était une historienne, nous donne un livre chez Fayard qui s'appelle Yvonne de Gaulle. Alors Yvonne de Gaulle, c'était assez méprisant à l'époque parce qu'elle se taisait, elle disait rien, et on l'appelait Tante Yvonne, vous voyez, c'est le genre la popote, la cuisine, les enfants, la maison, on éteint la lumière quand on est sorti de la pièce, c'était absolument que ça. Et dans cette biographie qui est absolument passionnante, on redécouvre une femme, elle rend justice à quelqu'un d'important parce que elle a eu beaucoup d'importance, une certaine importance sur ce qu'a fait De Gaulle au niveau politique. Déjà, elle a été d'un courage incroyable parce que quand il y a eu la guerre, elle est partie, elle a emmené ses enfants en Angleterre. Elle a vécu des choses absolument terribles, hein, c'est-à-dire des bombardements anglais sur Londres et dans la campagne anglaise. Enfin, voilà, elle a été quelque chose de très important au niveau psychologique pour De Gaulle. Il y a eu aussi cette chose qui allait changer complètement leur vie, c'est la naissance de Anne de Gaulle, qui était trisomique, et qui marque toute la qualité que ces deux, parce qu'on en a fait des géants comme ça, statufiés, mais en fait c'est des gens, cette petite fille était trisomique, donc à cette époque on les mettait dans des maisons, on les cachait, et eux ils décident, non, eh bien, de l'éduquer, de la garder avec eux, et ils vont acheter la boisserie, justement pour qu'elle soit libre, qu'elle soit loin des commérages et tout. Ils vont lui parler, ils vont l'éduquer, ils vont l'aimer comme une personne normale. Et elle va mourir à 20 ans. Et Yvonne de Gaulle, avec son mari, vont créer la fondation Anne de Gaulle, qui est quelque chose de très novateur pour l'époque, c'est-à-dire qu'elle va essayer de rendre la vie vivable pour des trisomiques souvent pauvres, et elle va se donner à corps et à âme pour cette fondation sans le faire... Enfin, vous voyez, elle ne va pas se mettre en avant, c'est pas comme ceux qui font des bonnes actions et qui sont sur Twitter, Instagram, vous voyez ce que je veux dire. Elle va avoir une autre importance aussi, c'est qu'il va y avoir la loi Neuwirth pour la pilule, et De Gaulle, il n'était pas contre, mais vraiment il n'en avait rien à foutre, il pensait que c'était pas au rôle de l'État de faire ce genre de choses, et elle va se battre et convaincre le général de Gaulle pour dire qu'il faut faire cette loi parce que c'est très important pour les femmes. C'est quand même incroyable parce que quand on voit que cette femme était très croyante, très catholique, très conservatrice apparemment, elle a su dépasser ce genre d'idéologie. De Gaulle va mourir. Il y a une scène absolument terrible quand on y pense. Elle va brûler tout ce qui est les vêtements, tout ce qui a trait à De Gaulle pour pas qu'il n'y ait qu'on revende, vous voyez, genre eBay, tout ce qui le possédait et qui le représentait. Elle va partir de la boisserie parce qu'elle en peut plus, elle est fatiguée. Et il y a une anecdote qui la reproduit, enfin qui la représente assez bien, c'est qu'elle va dans une maison de retraite qui est tenue par des religieuses, mais les religieuses n'en veulent pas parce qu'ils ont peur qu'étant Yvonne de Gaulle, il y ait beaucoup de journalistes, de photographes, et la directrice dit on va lui proposer la chambre la plus moche et la plus petite, comme ça elle va refuser.
Elle va, elle lui montre la petite chambre absolument insipide, toute petite. D'ailleurs, on peut la voir encore. Et là, elle me dit, bah, c'est exactement ce qu'il faut. Et elle va rester plusieurs années dans cette chambre, discrète. Et plus personne va entendre parler d'Yvonne de Gaulle jusqu'à sa mort. Voilà, c'est une très belle biographie. C'est la redécouverte d'une femme, ça répare une injustice. Et ne passez pas à côté parce que je trouve qu'on fait tellement de biographies sur des gens, c'est la xème biographie sur le même personnage et tout. Il y a à la fin, voilà, l'impression que ça tourne sur soi-même. Là, le Yvonne de Gaulle est vraiment une redécouverte. Et puis c'est ce genre de femmes très discrètes qui, à leur manière, font évoluer le destin et la liberté des femmes. Donc allez-y, c'est de Frédéric Naud-Dufour, ça s'appelle Yvonne de Gaulle, et c'est chez Fayard. Alors, autre commémoration, on est dans les morts, hein, c'est la rentrée au Panthéon de Genevoix, hein, Maurice Genevoix, de son nom, Momo pour les intimes, qui est mort déjà depuis quelques années, qui est un de mes écrivains préféré par le style. Il a un style absolument plein de charme, élégant, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'il donne de la profondeur, de l'élégance aux situations qu'il décrit. Alors Genevoix rentre au Panthéon pour Ceux de 14, qui est un immense livre de témoignages. Il a fait la guerre en 14, et ce livre, c'est la guerre de 14 par des gens ordinaires, c'est-à-dire que vous vivez ce livre, n'ayez pas peur, ça fait 600, même plus de pages, mais vous êtes complètement dans les tranchées, vous vivez ce que vivaient ces gens. C'est un très très beau livre, mais ce n'est pas que cela. C'est-à-dire que moi, ça m'a fait un peu froid dans le dos l'entrée au Panthéon, parce que pour moi, c'est le contraire de Genevoix. Genevoix, c'est, à travers ses romans, qui sont magnifiques, c'est un hymne à la nature. C'est sensuel, c'est libre, c'est plein de soleil, c'est humain, c'est ordinaire. Alors quand vous voyez la cérémonie qui était vraiment grandiloquente, qui était vraiment, moi, je trouvais ça terrible. La famille l'a autorisé, donc c'est surtout un hommage aux soldats de 14, c'est-à-dire qu'il était le symbole après ceux de 14, mais pour moi, Genevoix, c'est un homme complètement moderne, qui est pour la défense de la nature, qui réapprend à voir la nature, aux choses qui nous entourent. Et puis c'est quelqu'un qui a vécu des choses terribles et qui nous dit la joie de vivre. Surtout, redécouvrez tout Genevoix, vous allez voir, c'est un régal, c'est un plaisir, ces phrases chantent, c'est humain, ça vous ressemble, ça nous ressemble, c'est universel et éternel, donc relisez tout Genevoix, et si vous ne connaissez pas Genevoix en particulier, lisez ce petit livre de Michel Bernard qui s'appelle Pour Genevoix, c'est une collection Vermillon qui est une pure merveille. J'adore Michel Bernard, d'ailleurs quelque part dans le style il a quelque chose de Genevoix, c'est une très très bonne introduction à Genevoix, allez-y, c'est chez Vermillon, c'est incontournable. Là, c'est un grand moment. Il y a quelques moments dans l'année comme ça. C'est des livres exceptionnels, vous savez. On vous dit, ne loupez pas celui-là. C'est un de ceux qui sont indispensables à lire. Eh bien, c'est le livre de François Despnous qui s'appelle Les Désossés aux éditions Anne Carrière, qui a vraiment été pour moi un choc. Il sera pour vous, c'est certain, parce que je l'ai fait lire à beaucoup de gens et ces gens ont été vraiment à la fois émerveillés, troublés, fascinés. Alors Despnous, c'est un écrivain très bon écrivain, c'est-à-dire qu'il nous a fait donner des très bons romans, très agréables à lire sur la notion du couple, les papas divorcés, les enfants, l'amour en général, qui étaient d'excellents romans, très agréables. Et puis j'aime parce que là, c'est un écrivain qui se met en danger, qui change complètement de registre et qui va nous donner un roman dévastateur d'une force incroyable qui vous laisse KO, qui vous laisse... Vous êtes absolument fasciné par cette histoire, je ne vous dis pas la fin, mais c'est absolument, vous allez dire c'est pas possible. Alors on est dans une station de luxe, hein, genre Megève, vous voyez le genre, très joli chalet. Alors là c'est le plus beau chalet, le plus merveilleux qui est en hauteur, avec un paysage incroyable, des gens qui ont beaucoup d'argent, vous allez retrouver un homme qui est homme d'affaires avec son garde du corps, une employée de maison, sa femme, sa fille et sa belle-fille, ils sont là-haut, ça va être la fête, caviar, voyez tout. Et puis la neige commence à tomber. Et la neige tombe, elle n'en finit plus de tomber, et là, ils ne vont plus avoir à manger. Le froid commence à s'installer, l'angoisse, la terreur, et commence un huis clos absolument infernal. Les caractères se dévoilent, c'est la survie, c'est la lutte pour la vie. Une fin absolument, j'ose dire rien,
Mais ne passez pas à côté de ce roman qui est absolument poignant, bouleversant, terrible, terrifiant, choquant, troublant. J'ai plus de... Et c'est surtout la confirmation d'un... Alors là, il a découvert un énorme don d'écrivain à travers ce roman. C'est celui de François Despnous qui là explose carrément de talent. Et pour moi, ça fait partie des 5 ou 6 romans de cette année 2020 qu'il est indispensable de lire si on ne veut pas passer à côté de quelque chose. Voilà. Alors, chronique un peu d'une mort annoncée, hein, c'est-à-dire qu'actuellement c'est très 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 dur pour les libraires, pas que pour les libraires, mais entre autres pour les libraires. Il y a beaucoup de librairies qui ont des sites de commande sur Internet, donc n'hésitez pas, allez-y, commandez vos livres sur ces sites, allez, ce fameux click and collect, c'est-à-dire que vous commandez soit par téléphone, soit par Internet vos livres et vous venez les chercher dans la librairie ou devant la librairie. N'hésitez pas parce qu'on a vraiment besoin de vous. Alors, je sais que ça ne remplacera pas le chiffre d'affaires, mais ça va au moins aider certains à survivre. N'hésitez pas, on a besoin de vous et chaque livre commandé est une petite pierre pour la survie des librairies. N'oubliez pas les librairies de province et surtout les librairies de village parce que eux c'est très 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 dur. Ils n'ont pas forcément tous les relais que nous avons dans les grandes villes et c'est à eux que je pense particulièrement. Donc aidez-les, allez-y. Comme j'ai dit l'autre fois, envoyez-leur un petit mot, un petit mail, un petit post, n'importe quoi, mais montrez-leur que vous pensez à eux et ça va les aider à se battre pour se dire il faut qu'on tienne, même si là plus ça va, plus ce combat est un peu désespéré face à des technocrates qui ne semblent que par les chiffres et penser chiffres de santé et que parfois on peut se demander qu'est-ce qui est le mieux, c'est-à-dire que là on va mourir de faim en étant en bonne santé et qu'il y a parfois un équilibre à faire et que le choix est un peu compliqué pour beaucoup. Donc aidez-les, aidez-nous, mais surtout aidez-les et allez voir tous les sites des libraires, même les pages Facebook, vous leur envoyez un petit post, ça leur fera, et vous pouvez certainement aussi commander sur certaines pages Facebook, il faut y aller. Merci beaucoup. Et bien voilà, c'est la fin de l'épisode 4 de la saison 3 de La Petite Librairie. Elle était un peu plus courte que les précédentes, mais bon, je crois que vous comprendrez pourquoi. Je vous remercie de votre fidélité, et puis j'espère que notre choix vous satisfera. À bientôt, et puis merci encore une fois de votre confiance, de votre solidarité et de votre fidélité. À bientôt. À la télé, vous pouvez retrouver les chroniques de Gérard sur France 5 chaque vendredi à partir de 13h40 dans le Mac de la Santé aux côtés de Marina Carrère-Dancos. À la radio, tous les vendredis matins à partir de 10h40, Gérard vous conseille ses coups de cœur sur Sud Radio dans le 10h midi de Valérie Expert. Autre radio, Sanef 107.7, Gérard vous prodigue ses conseils littéraires sur la radio des autoroutes, un programme hebdomadaire multidiffusé. Et bien sûr, si Gérard vous manque, vous pouvez regarder les recommandations du libraire à la houppette sur la chaîne YouTube Griffe Noire TV. Pas moins de 5000 vidéos sont à votre disposition 24 heures sur 24. Et surtout, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu et de vous abonner à notre chaîne. Bonne lecture à tous.